La porte d'entrée est ouverte? Oui. Elle était ouverte quand vous vous êtes couché? Non. J'ai vu que la porte d'entrée était ouverte. On avait peur. On se tenait l'une à l'autre en pleurant, on ne savait pas si cette personne était toujours là. On s'imaginait des millions de choses différentes et on se demandait si on était en sécurité. On recevait de nouvelles informations en chemin. La femme de la victime avait dit qu'elle pensait avoir entendu des bruits de pas dans la maison. Bien reçu. La porte est ouverte et la victime entend quelque chose ou quelqu'un dans la cuisine. À ce stade, on pensait que le tireur était toujours à l'intérieur. Et il faisait sombre, toutes les lumières étaient éteintes. Police! En entrant, sur la gauche, Main en l'air! il y avait une chambre. On est allé dans cette chambre et on a vu une personne allongée sous la couette. On a crié plusieurs fois que nous étions la police, qu'il devait mettre les mains en évidence, mais nous n'avons obtenu aucune réponse de cet individu allongé sous la couette. Je me demandais si j'allais trouver une personne décédée ou quelqu'un qui pointerait son arme sur moi. À ce moment-là, on ne savait pas si cette personne était un suspect ou une victime. On avait prévu de la mettre en garde à vue en attendant de connaître la vérité. Je me suis alors tourné vers le couloir. J'ai vu une femme avec un enfant. Elle tenait un téléphone. Elle a dit s'appeler Melissa. C'était elle, Melissa Oxley, qui avait appelé et elle était avec sa belle-fille de 6 ans, Alyssa Oxley. L'homme dans la première chambre avait 17 ans. C'était Craig Nichols, le frère de Melissa Oxley. Vous êtes comme figé, complètement paralysé. Tout se déroule sous vos yeux, mais vous ne contrôlez rien et vous ne savez pas ce qui arrive. Des bouts de cervelle avaient giclé sur moi et j'étais couverte de sang. Elle avait du sang sur elle et des bouts de tissu humain. Melissa et Craig étaient en sécurité. Ils attendaient l'arrivée de l'enquêteur. Je suis arrivé sur les lieux 20 minutes après le premier appel. Ils étaient tous en sécurité. Ma mission, c'est de venir sur les lieux et d'examiner la scène de crime. En tant qu'enquêteur, à cet instant, j'ai voulu comprendre ce que je voyais. J'ai vu qu'il avait une blessure par balle à l'arrière du crâne. Il y avait des projections de sang et des bouts de cervelle sur le lit, les murs, et des balles sur les oreillers. La femme de la victime nous a appris qu'il s'appelait Ben Oxley. D'après mes premières constatations, il semblait qu'il ait été en train de dormir lorsqu'il a été tué. Ce qui a choqué, c'est que cet homme soit tué chez lui. Mais que Ben Oxley soit tué alors qu'il dormait à poing fermé, ça c'était terrifiant. Quand on va se coucher, on pense à ce qu'on va faire le lendemain, à ce qu'on va mettre dans le sac d'école de nos enfants. On n'imagine pas se faire tirer dessus. Surtout que, chez nous, on se sent en sécurité. Personne ne pense que ça peut arriver.
J'ai rencontré Ben en 2003. Je travaillais dans un magasin de bricolage et il était un client régulier depuis des années. Il a essayé pendant 1 an à m'inviter avant que j'accepte. Au premier rendez-vous, on a dîné ensemble et il a amené Alyssa, sa fille. Elle était sa priorité absolue. Alyssa était la prunelle de ses yeux. Il était un père épanoui, drôle et aimant. Il s'efforçait d'être le meilleur père possible pour Alyssa. Ben a grandi à Hawaï. C'était un homme très décontracté, à l'aise. Tout le monde l'appréciait. Il acceptait tous les membres de la famille de Melissa. Ils ont hébergé son frère Craig et son beau-père vivait en face de chez eux. La famille vivait en harmonie. C'est pour cette raison que si c'est arrivé à Ben, ça peut arriver à n'importe qui. Ce genre de meurtre est très perturbant. Comment le tueur a-t-il pu passer inaperçu? Ils nous ont tout de suite séparés. Ils m'ont emmené dans la cuisine et ils m'ont directement interrogé. La première fois que j'ai parlé à Melissa, elle m'a dit avoir été réveillée par le bruit et l'odeur d'un coup de feu. C'est contradictoire de voir qu'elle est couverte de sang, mais qu'elle n'a rien. Elle m'a raconté sa version. Bien entendu, je veux connaître la vérité, mais dit-elle vrai? Comment est-ce possible de se trouver juste à côté de la victime sans être impliqué? On m'a prise en photo à la maison, puis on m'a emmenée. J'avais de la cervelle sur le visage. Ce n'était pas beau à voir. Des enquêteurs spécialisés sont venus inspecter la scène de crime. Ils cherchaient des preuves. Le frère de Melissa Oxley, Craig Nichols, avait emménagé avec le couple et il vivait dans cette maison lui aussi. On a remarqué des cartouches de chasse sur l'armoire dans la chambre occupée par Craig. Et dans le garage, on a retrouvé plusieurs fusils de chasse. Forcément, on a commencé à douter de ce qu'il s'était passé. Est-ce que Ben s'était disputé avec Craig? Craig s'était-il réveillé pour le tuer en pleine nuit? Il devait tout prendre en compte. Une fois au poste avec tous les habitants de la maison, on les a tout de suite séparés. Melissa et Craig ont été mis dans 2 pièces différentes. Les 2 seuls suspects que nous avions étaient ces 2 adultes. On devait les séparer et mener l'enquête pour être sûr de découvrir la vérité. J'ai demandé à Craig ce qu'il savait et ce qu'il avait vu. Il y avait des cartouches de fusils de chasse dans sa chambre. Ça faisait de lui notre principal suspect. Je lui ai posé toutes les questions qui me taraudaient. Vous n'avez rien entendu? Non, ma porte était fermée. Même pas un bruit d'effraction? Non, rien du tout. J'étais plutôt fatigué hier soir. Je dormais profondément. Même quand vous êtes arrivés, je n'ai pas compris ce qui se passait. Il semble que Ben a reçu une balle dans la tête. Ça n'a aucun sens. Personne ne pénètre chez quelqu'un pour le tuer sans raison. Je ne sais pas quoi dire. Je vais y aller franchement. Désolé, je n'ai pas le choix. Avez-vous tué Ben? On ne se couche pas en pensant que notre vie va changer d'un instant à l'autre.
ou qu'on va se réveiller dans une toute autre réalité. Un homme endormi a été tué par balle dans son lit. On ignore pourquoi. Son épouse est couverte de sang et de morceaux de cervelle, mais elle dit ne pas être impliquée. Un homme était sur les lieux, avec des armes similaires à celle qui a servi à tuer la victime. C'est tout ce qu'on avait. C'est pas vrai. Je dois encore vous poser des questions pour la suite de l'enquête. Vous comprenez? On doit comprendre ce qu'il s'est passé pour pouvoir vous relâcher, vous et Craig. Racontez-moi ce qu'il s'est passé. J'étais endormie. À côté de lui, j'ai entendu un bruit. C'était un coup de feu. J'ai senti l'odeur. J'ai demandé à mon mari s'il avait entendu, mais il ne s'est pas réveillé. J'ai allumé la lumière et il avait un trou dans la tête. Melissa et Craig ont été placés dans 2 pièces différentes. Leur but était de les interroger tous les deux et d'être sûr que leur version collait. Les enquêteurs voulaient aussi savoir si l'un d'entre eux avait une raison de tuer Ben. Je vous demande simplement la vérité. C'est la vérité. On n'avait pas grand-chose. Quelqu'un est entré, a tué un homme et il est reparti, c'est tout. Je dois vous parler de ce qu'on a pour l'instant. Là, c'est votre lit, d'accord? Les oreillers sont là. Où dormiez-vous sur le lit? Et où dormait Ben? Est-ce qu'il était proche de vous? À quelle distance était-il? À peu près. Je ne sais pas, 25 centimètres. Ce qui me préoccupait, c'était qu'elle n'avait aucune blessure alors qu'elle était si près de la victime. Avec une trajectoire dans cet angle, il y a des débris de plomb qui auraient dû vous toucher si vous étiez là. Je ne comprends pas. L'autre problème que nous avons, c'est que les taches sur vos vêtements donnent l'impression que vous étiez allongé, comme si vous étiez couché dans le sang, et non que le sang a été projeté sur vous. Je crois que je me suis agenouillée par là et qu'ensuite je suis revenue de ce côté. J'ai allumé la lumière et j'ai regardé. Je dois éclaircir tout ça. C'était la personne la plus proche de Ben, et elle était juste à côté de lui quand il a été tué. C'était très difficile de croire qu'elle dormait en ignorant tout du meurtre. Il y a autre chose. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien entendu? Personne n'a couru dans le couloir? Et vous dites que vous n'avez rien vu non plus? Une ombre? Ou une voiture qui s'en va? Je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. On trouvera le coupable. Notre but est d'y arriver le plus vite possible. Mais je préfère vous dire que si vous êtes impliqué, je vous préviens, on le découvrira. C'est tellement abominable de penser qu'on va m'accuser du meurtre de mon mari. Si c'était un meurtre sans motif, pourquoi êtes-vous en vie? Vous étiez juste à côté. J'y ai pensé aussi. Pourquoi laisser un témoin? Je ne comprends pas pourquoi. Je vais voir ce qu'en dit Craig. D'accord? Craig et Melissa sont-ils complices? Y a-t-il eu une dispute entre Melissa et Ben, et Craig, en frère aimant, voulait défendre sa sœur pour une raison ou une autre? On cherchait à savoir si l'une de ces personnes mentait. On devait confirmer chaque version. Les deux sont des suspects potentiels. Vous n'avez rien entendu? Non, je dormais. Ce sont les lampes pointées dans ma direction qui m'ont réveillé. C'est possible de penser que Craig, s'il était fâché contre Ben, il aurait pu le tuer sans faire de mal à sa sœur.
Ça aurait du sens. Dès qu'on doit résoudre une enquête pour meurtre, on se tourne vers la famille. Si des preuves apparaissent, c'est à cet endroit qu'il faut creuser. Je vais y aller franchement. Désolé, je n'ai pas le choix. Avez-vous tué Ben? Non, je suis innocent. D'accord. J'ai un autre problème. On a retrouvé les mêmes balles de fusil dans la maison. Je n'imagine pas mon frère faire ça. Je sais qu'il a des fusils, mais c'est impensable. Melissa Oxley et son frère Craig sont tous les deux passés au détecteur de mensonges. Séparément. Craig a été interrogé au détecteur de mensonges, sans résultat. Les prélèvements ont montré qu'il n'avait pas de résidus de poudre sur lui. On a dû le retirer de notre liste de suspects. J'ai perdu un ami proche, un frère, une figure paternelle, en un instant. Quand on m'a réveillé, je n'avais aucune idée de ce qu'il se passait. J'étais encore à moitié endormi. Je ne voyais rien, les lumières m'aveuglaient complètement. Ils m'ont ordonné de me lever du lit et de mettre mes mains en évidence. J'ai eu l'impression d'être accusé d'avoir tué mon propre frère. Je n'ai pas réussi à dormir pendant des jours. À chaque fois que je me couchais, je m'effondrais, je finissais par m'asseoir et pleurer en fixant les murs. Ma vie a changé pour toujours. Ben a passé son enfance entre l'Arizona et Hawaï. Et ensuite, il a rencontré son ex-femme, Dawn, dans l'Indiana. Ils ont déménagé dans l'Arizona et c'est là qu'Alyssa est née. Et en 2004, Ben et Dawn, son ex-femme, avaient déjà divorcé. Tu dois être heureux. Oui, je suis très heureux. T'es beau gosse. Merci. Ben et moi, nous nous sommes mariés le 17 septembre 2006, au lac Tahoe. Alyssa était heureuse. On a fait une cérémonie spécialement pour Alyssa, pour que je l'accepte comme ma fille. Je lui ai donné un bracelet. C'était important pour moi. Elle faisait autant partie de ma vie que celle de Ben. Je l'acceptais, elle, autant que je l'acceptais, lui. On avait une vraie relation mère-fille. On faisait tout ensemble. Avec moi, Ben faisait toujours en sorte que je me sente très aimée. C'était un bon mari. Je ressens encore son amour 15 ans plus tard. C'est lui qui m'a donné la force d'avancer dans la vie. Je sais qu'il m'a aimée. J'en ai jamais douté un seul instant. Il y a une chose à laquelle les enquêteurs ne s'étaient pas préparés. C'est que la fille de 6 ans de Ben, Alyssa, avait été témoin de quelque chose. J'espérais qu'Alyssa, du haut de ses 6 ans, puisse nous dire si elle avait vu quelque chose cette nuit-là. J'étais en train de m'endormir, je me suis réveillée et j'ai entendu un bruit, comme un craquement vers la porte d'entrée. Quand j'ai entendu le bruit, j'ai regardé par la porte et j'ai vu quelqu'un entrer. C'est notre pire cauchemar à tous, pas vrai? Imaginez-vous à 6 ans. Vous n'êtes encore qu'un enfant. Tout à coup, vous voyez une grande ombre noire apparaître dans le couloir à côté de votre chambre. Tu sais qui c'était? Non, je sais pas qui c'était. Un homme ou une femme?
Je sais pas. Elle n'a pas reconnu qui était là. Elle a simplement vu quelqu'un qui l'observait. C'était le premier indice qui indiquait qu'une autre personne pouvait être impliquée. C'est insensé. Ça semble fou qu'elle ait pu voir quelqu'un. C'est terrifiant. C'était un homme violent et Melissa pensait qu'il pouvait être impliqué dans le meurtre parce qu'il n'aimait pas Ben. Il avait eu vent des problèmes conjugaux entre Ben et Dawn par le passé. Dawn s'était peut-être plainte de l'attitude de Ben, ou peut-être qu'elle l'avait critiqué. Jonathan avait également l'air jaloux des autres hommes. Il avait peut-être une animosité naturelle envers lui. Monsieur Reynolds avait un passé violent. Ça nous a évidemment inquiétés parce que c'est le profil type d'un meurtrier. Il était capable de tuer quelqu'un. Après avoir découvert la potentielle implication de Monsieur Reynolds, on s'est posé deux questions. S'il était notre coupable, avait-il assassiné Dawn? On devait la contacter immédiatement pour être sûr qu'elle n'avait pas été blessée ou tuée. Ensuite, où était-il? Dawn ne vivait qu'à une vingtaine de minutes de chez Ben. Les enquêteurs sont allés chez elle et ont pu lui parler. Ils ont vérifié qu'elle allait bien. En arrivant au domicile de Dawn, ils l'ont trouvée. Sa fille aînée était présente ainsi que son fils, Devon. Un ami de son fils se trouvait également sur les lieux, James Matlin. Dawn allait bien et était en sécurité. Quand les enquêteurs l'ont informée du décès de Ben, son ex-mari, elle a eu l'air bouleversée. Elle a avoué qu'elle ne l'appréciait guère, mais elle n'aurait jamais souhaité la mort du père de sa fille. Dawn était sous le choc. Elle avait un alibi. Elle avait regardé un film avec James et il s'était couché vers 4 heures du matin. Elle ne savait rien de plus avant que les enquêteurs ne la réveillent aux alentours de 6 heures. On lui a demandé si M. Reynolds était dangereux et la date de leur dernière conversation. Elle nous a dit lui avoir parlé le jour même parce qu'il était sorti de prison il y a peu. Jonathan avait passé des mois en prison. Avait-il tout planifié? Est-ce qu'il avait élaboré un plan dans sa tête pour tuer Ben? Il voulait peut-être reprendre sa relation avec Dawn. Il est entré en douce dans une maison quand tout le monde était en train de dormir, sans défense. Quand on a appris que quelqu'un avait été assassiné en pleine nuit, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que ça s'est passé à une rue de là où j'habite avec ma famille. Notre quartier semblait être sécurisé, on n'en revenait pas. On dort fenêtres ouvertes, on ne ferme pas nos portes à clé. On ne s'imagine pas une seule seconde que quelqu'un puisse s'introduire chez nous pour nous tuer, nous, ou notre famille. Surtout lorsqu'on dort profondément. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on pense. J'avais dit aux enquêteurs que la seule personne à laquelle je pensais, c'était l'ex de Dawn, Jonathan. Les enquêteurs ont suivi cette piste et ils ont retrouvé Jonathan, mais il n'était pas aux alentours de la scène de crime. On a eu la preuve que Jonathan se trouvait à Lancaster, en Californie. Le bureau du shérif de la ville nous l'a confirmé. Le crime avait été commis moins de 6 heures plus tôt. À ce moment-là, sa localisation lui donnait un bon alibi. Il n'aurait pas pu se rendre chez Ben à Los Angeles en 6 heures. Après ça, après avoir vu où était Jonathan, on est revenu vers Melissa et on s'est demandé pourquoi nous a-t-elle dit ça sur Jonathan? Qu'est-ce qu'elle y gagne?
A-t-elle un mobile? Essaye-t-elle de brouiller les pistes? On a réinterrogé Melissa. Alors qu'on commençait nos recherches pour comprendre le fonctionnement de Melissa, j'ai reçu un appel qui m'informait qu'une assurance vie avait été prise au nom de Ben, quelques mois avant qu'il soit assassiné. C'est inquiétant de voir que grâce à cette assurance, Melissa allait toucher 400 000 $. C'est mauvais signe. Ça fait 400 000 raisons de tuer quelqu'un. Ça, c'est un sacré mobile. J'apprends ensuite que Melissa a un nouveau petit ami, 3 mois après le meurtre de son mari. C'est assez louche de tourner la page aussi rapidement. Comment peut-on chercher un partenaire aussi vite quand la personne que l'on aime a été assassinée? Je l'ai interrogé sur tout, de l'assurance vie à sa vie amoureuse. Cette impression d'être espionné et que la moindre chose que l'on fait sera critiquée ou paraîtra suspecte, ce n'est jamais agréable. On ne peut plus avoir de vie privée. J'étais jeune, je refaisais ma vie, j'avais besoin de sortir. Ça ne voulait rien dire de plus. Je ne restais pas chez moi à me morfondre et je ne laissais pas la solitude me submerger. Oui, j'étais dans mon propre monde. J'essayais de m'en sortir, de survivre. Je crois qu'elle était perdue, ce que je peux comprendre. Il nous arrivait de parler de l'argent de l'assurance vie. Melissa n'en avait rien à faire de cette somme. On a même appris que Melissa n'avait même pas essayé de toucher l'argent. Elle ne s'était pas renseignée sur les démarches à faire. J'ignorais qu'on avait une assurance vie. Je ne savais même pas ce que c'était, ni comment en bénéficier. Retour à la case départ. On n'avait toujours aucune liste de suspects dans cette affaire. On se demandait ce qui nous avait échappé, ce qu'on avait manqué. On a repris notre liste de contacts. On est revenu vers l'ex-femme, Dawn. On a cherché quel mobile Dawn pourrait avoir pour le meurtre de Ben. Après leur divorce, Ben et Dawn se partageaient la garde d'Alyssa. Mais au fil des années, Ben a demandé à avoir la garde exclusive d'Alyssa et le juge la lui a accordée. Dawn était une mère célibataire. Elle travaillait en tant que serveuse dans un casino. Elle avait déjà 2 enfants, puis ils ont eu Alyssa. Et en réalité, Ben s'occupait des 3. La relation semblait plutôt cordiale, mais Dawn ne faisait pas partie de la vie des enfants. Le litige entre Ben et elle concernant la garde de leur fille a fait énormément de mal à Dawn. Elle a pris ça très à cœur. Allons-y. À quelle heure vous vous êtes couché? Alors là, c'était après avoir regardé... J'ai d'abord regardé Les Infiltrés, puis la descente, donc... il devait être aux environs de 4 heures, 4h30. Elle a affirmé être restée chez elle tout ce temps. Elle n'en savait pas plus. Qui d'autre était chez vous? Mon fils, Devon, ma fille Brandy, Eric, un ami de mon fils, et James. James, c'est le fils de ma meilleure amie. Il est souvent chez moi. Qui était debout à 4h30? James était encore debout avec moi. Il me disait d'aller me coucher. On a interrogé les personnes présentes. Elles ont toutes confirmé qu'elles étaient chez Dawn cette nuit-là. Avez-vous une relation intime avec James? Non. Nous sommes simplement de bons amis. On a commencé à se poser des questions sur James Matlin et Dawn Oxley. On avait l'impression qu'ils étaient mêlés à cette histoire d'une façon ou d'une autre. On les a mis sous surveillance. On les suivait et on faisait en sorte qu'ils le sachent. On voulait qu'ils voient qu'on les suivait, qu'ils nous remarquent dans la rue, dans leur quartier, pour leur mettre la pression. On espérait que l'un d'eux finisse par nous dire quelque chose. En cherchant des informations sur Dawn et James Matlin, on a découvert qu'ils nous avaient menti. On a appris qu'ils entretenaient une relation, ce que Dawn avait d'abord nié. On s'est alors demandé pourquoi elle avait menti. Ils nous ont d'abord dit qu'ils n'avaient pas quitté la maison.
Mais lorsqu'on a fait de nouveaux interrogatoires, Don nous a dit que James était parti. On a récupéré les vidéos des caméras de surveillance. C'est à ce moment-là qu'on a découvert que James était dans une supérette le matin du meurtre. On savait donc qu'il avait changé sa version des faits. Au début, il disait être resté chez Don et maintenant, on savait qu'il se baladait au petit matin la nuit du meurtre. Asseyez-vous. Vous pensez que je vous ai menti à quel sujet? Lors du premier interrogatoire, je vous ai demandé si vous étiez sorti de la maison. Vous aviez répondu non. D'accord. Vous avez inventé toute une histoire en nous racontant que vous aviez regardé des films toute la nuit et que vous vous étiez endormi sur le canapé. Mais les caméras de surveillance nous ont montré que vous étiez dans un supermarché. Il y avait des incohérences. Ils étaient nos principaux suspects. Avaient-ils menti sur autre chose? Est-ce que j'ai tué Ben? Non. Je sais pas qui l'a tué. Est-ce que c'est Dawn? Non. J'ignore tout de ce meurtre. On se met à penser qu'on nous cache la vérité. Est-ce que vous ou Dawn avez aidé le meurtrier de Ben? Non. Lors des interrogatoires, James niait en bloc être impliqué dans le meurtre. Il disait que Dawn n'avait rien à voir avec le meurtre non plus. Je vous regarde dans les yeux. Peu importe, je ne l'ai pas tué. Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne le croyais pas, mais on ne peut pas arrêter quelqu'un par intuition. On devait réunir des preuves de son acte. Durant cette période, l'enquêteur Stork et son équipe se sont penchés sur Dawn. Elle se sentait oppressée par cette surveillance constante de la part des enquêteurs qui la considéraient comme une potentielle complice. On voyait que Dawn n'était pas à l'aise avec cette surveillance constante. On a compris que ça commençait à lui peser. Elle était très stressée. On voulait que cette anxiété la pousse à faire une déposition. Dawn nous a appelés. Elle voulait parler de l'affaire, parce qu'elle avait des informations sur le meurtrier de Ben. Quand Ben et moi traversions une période compliquée, James avait dit qu'il lui mettrait une balle dans la tête. Je n'ai jamais pensé que James disait ça sérieusement, vous comprenez? Je n'y croyais pas vraiment. Il insistait en disant qu'il pouvait s'en occuper, mais je lui disais que ça ne m'intéressait pas. Non. Il ne pouvait pas être sérieux, ça n'avait aucun sens. Je n'y voyais rien de plus. Dawn nous a dit que James l'avait fait de lui-même et qu'elle ne souhaitait pas la mort de Ben. Sous le coup de la colère, elle avait dit ça et James l'avait pris au sérieux. Même si on souhaitait tous croire à cette version, nous n'étions pas convaincus. Le plus dur pour moi, comme pour le reste de l'équipe, c'est que je sentais qu'elle avait joué un rôle. On a fini par lui accorder l'immunité en échange de son témoignage contre James. Si on a pris cette décision, c'est parce qu'il fallait trouver le coupable. Et si elle nous avait menti, on s'occuperait de la retrouver et de prouver qu'elle n'avait pas été honnête avec nous. James s'est assis et on a tout de suite remarqué qu'il était très stressé. Il avait l'air de porter un lourd fardeau. Il a mentionné quelque chose. Et il nous a dit qu'il avait besoin de vider son sac, de se confesser. Dawn parlait tout le temps de Ben. Elle s'en plaignait constamment. Je voulais m'en occuper. À la place, elle m'a demandé de le tuer. J'ai dit, tu veux que je le tue ?
Elle m'a répondu oui. Pendant l'interrogatoire, James nous a avoué que c'était l'idée de Don. Don voulait la mort de Ben. James lui a dit qu'il était prêt à tuer Ben pour elle. Chez Don, ils ont élaboré un plan pour commettre le meurtre. J'ai dit à Dawn ce qu'il me fallait. Elle m'a donné sa carte. Grâce à ça, j'ai pu retirer $40. J'avais une malle bleue avec un fusil à double canon de calibre 12 à l'intérieur. On est allé dans un supermarché. C'est là-bas qu'on a acheté les munitions. J'ai aussi acheté des chaussures, des gants en caoutchouc et des serviettes en papier. James nous raconte ensuite qu'ils ont conduit jusque chez Ben Oxley. Il ne connaissait pas la maison, donc il a demandé à Don de venir à l'intérieur avec lui. Pour rentrer dans la maison, on est allé sur la droite. On est passé par une porte en verre coulissante. On a traversé le couloir. J'ai continué d'avancer, mais Dawn s'est arrêtée devant une porte ouverte. C'était la chambre d'Alyssa. Et j'arrivais vers la chambre parentale. Je me suis retourné et j'ai vu que Dawn n'était plus là. L'ombre menaçante qui était devant la chambre d'Alyssa, c'était sa propre mère. James a raconté avoir demandé à Don de sortir pour l'attendre dans la voiture, pour qu'il puisse s'enfuir rapidement. Il s'approche de la chambre, celle où Ben et Melissa étaient endormis, et il a pointé le fusil sur Ben à l'arrière de sa tête. Je me tenais là, pendant je ne sais pas combien de temps. Puis j'ai entendu un bruit. J'ai sursauté et j'ai tiré. J'ai tiré sur Ben. Je l'ai tué. Quand je l'écoute, je suis sous le choc. Je me dis que s'il nous dit la vérité, Don est totalement impliqué dans cette affaire. Et que Melissa a eu beaucoup de chance. Dawn m'avait demandé si j'étais prêt à tuer Melissa. Et j'avais dit oui. Mais c'était trop dur à faire. Je ne me suis jamais demandé pourquoi j'avais été épargnée. Évidemment, j'étais reconnaissante d'être en vie. Cette nouvelle information m'a terrorisée. C'était impensable de me dire que j'étais censée être morte, moi aussi. Pour moi, Don s'en est tiré en toute impunité. Ce n'est pas juste envers Ben, mais aussi Alyssa. C'est dur pour moi de me dire que pour Alyssa, sa mère a fait tuer son père. Une fois l'enquête terminée, j'ai pu obtenir la garde exclusive d'Alyssa auprès du juge. C'était comme si on me redonnait une partie de moi pour que je puisse avancer. La seule chose qui m'a aidé à tenir jusqu'ici, après le décès de Ben, c'est un bracelet qui dit « Que ferait Jésus ?» À la place, je me demande ce que Ben ferait. J'essaie de ne pas penser au meurtre. Je me concentre sur Ben et sur nos souvenirs. Ça me procure un sentiment de sécurité, d'amour et de bonheur que je retrouve tous les jours chez moi. On sent toujours sa présence ici, avec nous. Il avait encore beaucoup de choses à vivre, mais on sent ce qu'il voulait nous transmettre et son amour pour nous.